Bom, vocês vão dizer, enfim, uma mulher aí entre nós, né? E é verdade. Quer dizer, não é uma mulher, simples mulher, é uma grande pensadora, ela é especialista na filosofia política, é especialista nos filósofos do século XVIII e da filosofia política contemporânea também. Né? A diferença dos outros pensadores, da grande maioria dos pensadores franceses, a Céline, ela vai às origens para pensar o que acontece hoje. Isso é muito importante. Não é? E vocês vão ver ao longo dessa conferência que ela trata a questão do progresso de uma maneira muito peculiar. Né? Quer dizer, ela, indo às origens, ela, por exemplo, detecta em Montesquieu elementos que levam à crítica da razão instrumental. Naquela coisa que Adorno faz no século passado. Né? Quer dizer, e uma coisa fantástica dela, do trabalho dela, é retomar Montesquieu como grande crítico das luzes. Eu acho que tem tudo a ver com o ciclo que a gente está fazendo, né? Quer dizer, alguns autores já citaram, né? Quer dizer, alguns pensadores das luzes, principalmente a questão da razão, e a gente só agradece imensamente a presença da Céline, que fez uma viagem meio maluca, chegou ontem em Brasília, fez uma conferência, hoje está aqui para fazer conferência e domingo já está de volta a Paris. A gente agradece imensamente essa disposição e essa vontade dela e muito obrigado, Céline. Bonsoir à tous. Boa noite a todos. E muito obrigado por terem vindo em tão grande número hoje. Eu vou falar então de vista religiosa. Eu gostaria de partir de uma constatação. On associe généralement les lumières à l'idéal du progrès. Et on considère même souvent qu'il existe un projet des lumières qui serait le suivant. Le projet des lumières viserait l'émancipation du genre humain, c'est-à-dire à la fois sa liberté, l'amélioration de ses facultés et son bonheur. Donc, dans un esprit qui serait né de Francis Bacon au XVIIe siècle, il s'agirait en quelque sorte de mettre à profit l'essor des sciences, l'essor des arts et des techniques, pour contribuer à la diminution des maux dont souffre l'humanité. Et même positivement pour contribuer à son perfectionnement. Donc, le projet des Lumières, ce serait la conjonction entre l'accumulation du savoir, l'accumulation des connaissances d'une part, et d'autre part l'amélioration du sort, du destin moral et politique de l'humanité. Alors, lorsqu'on parle du progrès, en général, on met une majuscule au progrès, un grand P. Et il me semble intéressant de voir ce qui se passe lorsque l'on ne travaille plus sur les progrès de l'esprit humain, mais sur le progrès en général. Alors, à mon sens, lorsqu'on parle du progrès avec une lettre capitale, lorsqu'on passe du pluriel au singulier, ce qui se passe, c'est l'invention véritablement de la philosophie de l'histoire. C'est-à-dire l'idée que toutes les actions des hommes ont un sens historique, que les actions des hommes sont orientées selon un fil conducteur dans l'histoire. Et ce fil conducteur, ce serait l'amélioration de l'esprit humain, l'amélioration générale de l'humanité. Alors, de ce point de vue, cette philosophie de l'histoire a été caractérisée par François Lyotard comme un méta-récit. Un grand récit sur l'histoire de l'humanité, c'est l'idée selon laquelle le genre humain dompte la nature et aussi dompte sa propre nature en amenant le flambeau des Lumières aux peuples occidentaux, mais aussi aux peuples qui étaient considérés jusqu'à présent comme non civilisés. Donc c'est une sorte d'épopée de la raison qui en quelque sorte triomphe des ténèbres, de l'obscurantisme et du despotisme, obscurantisme religieux et du despotisme politique. Et voilà ce que représente le méta-récit du progrès. Alors bien sûr, lorsqu'on parle de ce projet des Lumières, on est souvent aujourd'hui très critique.
Il y a énormément de critiques de Lumière, un véritable procès de Lumière, qui dénonce notamment l'ethnocentrisme de la raison des Lumières, ou encore son optimisme trop naïf, ou encore son aveuglement à l'égard de l'hégémonie européenne. Donc les Lumières, dit-on souvent, ne nous ont légué que de fausses promesses d'émancipation. Les Lumières auraient été en quelque sorte naïves, elles nous auraient légué une vision très naïve des progrès de la raison, et, comme le dira Auguste Comte, de cette idée selon laquelle l'histoire va vers l'ordre et le progrès. Il y a même un historien américain, Carl Baker, qui a souligné que les Lumières proposaient une nouvelle religion de l'humanité, qui notamment poursuivait le projet des Jésuites, lorsque les Jésuites sont venus notamment au Brésil, mais aussi au Paraguay, ils ont voulu civiliser les indigènes, civiliser les peuples locaux, civiliser les sauvages, et en un sens, selon certains historiens, les Lumières voudraient en quelque sorte poursuivre ce projet de civilisation qui acompanhe la mission, en quelque sorte, a missão civilizadora de seus povos. E ela teve continuidade até o século XX, como dizia Adalto em Adorno e Horkheimer. Ele teve muito sucesso. A Dialética da Razão, a Dialética da Aufklärung, qui foi publicado no imediato pós-guerra em 45. Critique très violemment la raison des Lumières, qui selon eux se retourne en domination et même en barbarie. Donc la thèse de Adorno et Horkheimer est la suivante: la raison des Lumières est une raison instrumentale qui vise l'efficacité, qui vise les moyens de nos fins, mais qui peut très bien être mis au service d'un projet de destruction, et même d'un projet de destruction planifiée, de destruction bureaucratique. Donc, pour Adorno et Horkheimer, le totalitarisme, et en particulier le nazisme, est en un sens un effet de cette raison instrumentale des Lumières. Donc ça, c'est la critique la plus violente, la plus forte, qui était adressée à cette idée d'une raison des Lumières et du motif du progrès qui se retourne contre lui-même. Alors aujourd'hui, je voudrais essayer de revenir sur la constitution de l'idéal du progrès au XVIIIe siècle pour essayer de nuancer cette vision un peu caricaturale des Lumières et essayer de donner quelques éléments qui me semblent importants pour que l'on puisse juger de manière plus sereine l'idéal du progrès. Alors, je vais procéder en trois parties, en trois moments. Dans un premier temps, je vais analyser la catégorie de progrès chez ceux qui ont été, on va dire, les apôtres de cette idée, et en remontant bien avant Condorcet, qu'on donne souvent comme voilà, celui qui a porté l'idée de progrès dans les Lumières françaises. Donc, je vais remonter plutôt au début du XVIIIe siècle, chez quelqu'un qui est un peu moins connu et qui s'appelle l'abbé de Saint-Pierre, qui est suivi, comme je vous le dirai tout à l'heure, d'autres auteurs, le marquis d'Argenson, Turgot, et seulement ensuite Condorcet et Madame de Staël. Dans un deuxième temps, j'essaierai d'évoquer toutes les critiques de l'idéal du progrès que l'on trouve dès le XVIIIe siècle, et même dès le début du XVIIIe siècle, notamment chez Montesquieu. Donc je dirai un mot des lettres persanes, mais aussi de Rousseau, et de ces deux discours qui sont vraiment des moments fondamentaux dans la constitution, à la fois de l'idée de progrès, de perfectibilité, et en même temps de sa critique. Donc j'essaierai de vous montrer que, curieusement, c'est le même philosophe qui a fourni le concept décisif pour penser le progrès, la perfectibilité du genre humain, et en même temps, qui a donné les outils théoriques pour le critiquer. Enfin, dans un troisième temps, j'essaierai de montrer que les philosophes des Lumières n'ont pas seulement pensé de manière idéaliste la théorie du progrès, mais ont essayé de penser de manière naturaliste, presque matérialiste, la question de la civilisation. Et j'essaierai de distinguer la perspective du progrès et celle de la civilisation,
avec cette idée que, voilà, avec ce concept de civilisation, on a vraiment l'idée d'un devenir de l'histoire qui est orienté vers une fin et qui présente là aussi un certain nombre d'ambiguïtés, d'ambivalences sur lesquelles je voudrais revenir pour finir. Alors, je vais parler dans un premier temps, dans la première partie, donc, de cette question du projet des Lumières. S'agit-il d'un projet des Lumières, du perfectionnement à la perfectibilité? Alors, quand on parle de projet des Lumières, ce qu'on a souvent dans l'esprit, c'est l'idée que la plupart des philosophes du XVIIIe siècle ont donné à la raison un pouvoir très important, un pouvoir colossal, qui est le pouvoir d'abolir les plus grands maux dont l'humanité souffre. Premièrement, la violence. Deuxièmement, la superstition, l'obscurantisme religieux, mais aussi les maladies, mais aussi la peur, mais aussi la pauvreté, mais aussi l'esclavage, la servitude, qu'elle soit civile, domestique ou politique. Donc c'est créditer la raison d'un pouvoir énorme, d'un pouvoir absolument décisif. Alors, cette idée que la raison puisse servir à guérir l'humanité de la superstition, ou encore à sortir l'humanité de l'oppression, c'est une idée qu'on trouve notamment chez d'Alembert. Alors, j'aurais pu aussi citer Voltaire, l'essai sur les mœurs et les discriminations, mais j'ai préféré ici citer d'Alembert, un texte très important qui est le discours préliminaire à l'encyclopédie des sciences et des arts, qui est un des livres majeurs des Lumières. Alors, dans ce discours, d'Alembert évoque ce qu'il appelle les progrès de la raison, ou les progrès de l'esprit, et il retrace toute l'histoire des sciences à partir de tous les grands génies scientifiques et philosophiques depuis la Renaissance. Alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que d'Alembert montre que le Moyen-Âge était un temps d'obscurité, de ténèbres, de querelles théologiques, mais que la Renaissance est le moment où on a levé les obstacles qui empêchaient la raison de se développer. Donc le progrès, c'est d'abord une renaissance. C'est le moment où la raison et la liberté triomphent des obstacles qui leur sont opposés, qui triomphent de la barbarie religieuse et politique. Alors, de ce point de vue, il me semble qu'il faut distinguer dans l'idée de progrès deux dimensions. D'abord, l'idée de progrès concerne l'organisation ou l'architecture des connaissances. Quand on parle de progrès, on essaye de penser la manière dont les sciences de la nature, donc les mathématiques, la physique, la chimie aussi, qui était très importante au XVIIIe siècle, l'histoire naturelle, ce que nous appellerions la biologie, donc comment ces sciences s'articulent à la philosophie de l'esprit, mais aussi à la morale et à la politique. Et encore aux beaux-arts, à la littérature, voilà, tous les beaux-arts. Et donc la première question que pose d'Alembert, c'est finalement comment ces choses sont-elles articulées entre elles? Comment est-ce qu'on peut lier le progrès des sciences et le progrès de la philosophie, de la morale et de la politique? Et donc d'Alembert dit au fond, c'est la même raison. C'est la même raison qui permet à la fois de faire progresser les sciences de la nature et en même temps les beaux-arts, et en même temps, à certains égards, la morale et la politique, même si tous les progrès ne vont pas au même rythme. Et parfois, on a des décalages, on a des ruptures, on a des dissonances qui sont liées à des rythmes différents. La deuxième idée sur laquelle insiste d'Alembert, c'est l'idée que le progrès n'est pas seulement un progrès interne des connaissances, pas seulement un progrès interne à l'ordre du savoir. C'est aussi un progrès qui va permettre d'avoir des effets majeurs pour la politique réelle, et notamment pour la paix, pour la liberté, pour la justice sociale. Donc le développement de la philosophie va avoir des effets dans toutes les dimensions de l'existence humaine. Ça, c'est la grande croyance de l'encyclopédie. Croire qu'on pourra libérer les hommes grâce à ce déploiement de la raison et à la diffusion des connaissances dans le peuple, rendre la philosophie populaire. Alors, bien sûr,
dire que d'Alembert n'a pas inventé cette idée. Hein. Il la reprend, il la diffuse. Celui qui a vraiment théorisé pour la première fois l'idée de progrès en France au XVIIIe siècle, c'est l'abbé de Saint-Pierre. Donc l'abbé de Saint-Pierre a notamment écrit un texte important, les observations sur le progrès continuel de la raison universelle. Donc c'est très intéressant, le progrès est dit continuel. C'est-à-dire que c'est un progrès qui a priori n'a pas de terme, n'a pas de fin, qui pourra toujours se déployer de manière plus systématique. L'idée de la raison universelle, c'est l'idée de la raison qui s'étendra peu à peu à tous les peuples de la Terre, et pas seulement aux peuples les plus avancés d'Europe, comme l'Angleterre ou la France. Alors, Saint-Pierre souligne, de ce point de vue, comme Pascal, comme Fontenelle, que l'humanité est comme une personne qui passe par différents âges. Donc d'abord l'enfance, puis l'adolescence, puis l'âge adulte et enfin la vieillesse. Et donc le genre humain, l'esprit humain peut parcourir toutes ces étapes selon une véritable philosophie de l'histoire. Et donc ce que propose Saint-Pierre, c'est de proposer de profiter des avancées de la raison et de la science pour réformer l'État et pour réformer aussi les relations internationales. Donc par exemple, l'abbé Saint-Pierre croyait qu'on pourrait instaurer un système en Europe qui permettrait de parvenir à la paix perpétuelle. Donc il avait en quelque sorte anticipé quelque chose comme les institutions de l'Union européenne, un tribunal d'arbitrage, ce que Kant dira après lui, qui permettrait de résoudre les problèmes européens, non pas par la violence, non pas par la guerre, mais par le droit. Donc voilà, le progrès, c'est un progrès dans toutes les dimensions, de l'orthographe à l'éducation, à la réforme des mœurs, jusqu'à la paix universelle. Alors, cette vision optimiste va être poursuivie et radicalisée, notamment par le marquis d'Argenson, qui là aussi est un auteur un peu moins connu, c'est pour ça que j'insiste un peu sur lui, dans un texte notamment qui s'appelle « Pensée sur la réformation de l'État ». Donc l'abbé d'Argenson pense qu'on pourra réformer la monarchie française dans un sens démocratique aussi, dans un sens, disons en tout cas plus démocratique. Et cette idée poursuit Saint-Pierre, poursuit celle de l'abbé de Saint-Pierre, elle sera reprise ensuite par Condorcet, qui est sans doute le plus connu, l'esquisse d'un tableau historique de l'esprit humain, qui a été écrit par Condorcet au moment où il était dans une prison, enfin plutôt dans un lieu, une sorte de cave, pour échapper à la terreur et au comité de salut public au moment où il allait être guillotiné, après avoir participé à la révolution du côté des Girondins. Et donc ce texte de Condorcet, on pourra y revenir, c'est la plus magnifique épopée de la raison humaine qui ait jamais été écrite, avec l'idée que la raison parcourt des étapes, il y en a 10 dans l'esquisse de Condorcet. Et ce qui est tout à fait singulier dans l'esquisse de Condorcet, c'est qu'il ne se contente pas de décrire les progrès de la raison, mais il prophétise, il planifie la suite, en quelque sorte, de l'histoire, et il nous dit aussi que voilà, ces progrès sont infinis, indéfinis, et qu'en un sens, l'esprit humain pourra toujours aller vers le mieux. Alors cette idée sera également popularisée par Madame de Staël, après Turgot. Donc Madame de Staël, qui en 1800, dans De la littérature, proposera une véritable apologie du système de la perfectibilité, et elle fera remonter ce système de la perfectibilité il y a 50 ans, vers 1750, dit-elle, chez Turgot, mais aussi chez Adam Ferguson en Écosse, chez Kant en Allemagne. Donc on a véritablement un système qui est européen. Et donc ce qui est important, c'est que Madame de Staël insiste sur cette diffusion européenne de cette croyance dans l'idée de perfectibilité indéfinie du genre humain. Donc je cite juste deux petites phrases pour vous donner une idée des thèses de Madame de Staël. Madame de Staël écrit par exemple « En découvrant la boussole, on a découvert le nouveau monde et l'Europe, morale et politique,
a depuis ce temps éprouvé des changements considérables. En d'autres termes, dit-elle, les progrès des sciences rendent nécessaires les progrès de la morale. Car en augmentant la puissance de l'homme, il faut fortifier le frein qui l'empêche d'en abuser. Donc ce que dit Madame de Staël, c'est que si l'on n'augmente pas la morale et si l'on n'améliore pas la politique, eh bien les sciences qui produisent de la puissance économique, puissance militaire, eh bien deviendront dangereuses. Et donc en un sens, on est obligé de progresser moralement et politiquement si l'on ne veut pas que la puissance devienne dérégulée, que la puissance se dérègle et devienne dangereuse. Alors, c'est ce second aspect, ce danger ou ces effets pervers de la puissance économique et militaire liés aux sciences que je vais aborder maintenant dans un deuxième temps qui va être consacré à la question de la déraison des Lumières. Donc, comment les Lumières ont déjà, dès le début, pensé la déraison, le risque de déraison qui accompagne le développement de la raison elle-même. Alors, je voudrais parler d'abord d'un texte très important de Montesquieu dans les Lettres persanes, qui est un texte qui vient très tôt, 1721, et dont on fait en général le premier manifeste des Lumières en France, donc par exemple avant les Lettres philosophiques de Voltaire en 1734. Alors, je vais insister sur le fait que Montesquieu, dès les Lettres persanes, est très conscient de ce que je pourrais appeler les antinomies du progrès, c'est-à-dire un argumentaire à la fois pour et en même temps contre le progrès de la raison, et en particulier de la raison instrumentale, de la raison scientifique et technique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le texte de Montesquieu, je rappelle seulement que au début, un grand seigneur vient de Perse, c'est Ouzbek, et il vient à Paris, il vient en Occident, pour, dit-il, s'instruire justement des lumières de l'Occident. Donc il vient apprendre les lumières en Occident, apprendre les sciences notamment. Et il écrit notamment à ses correspondants qui sont restés en Perse, qui sont restés dans les pays musulmans. Et notamment, l'un de ses interlocuteurs, c'est Rédi, qui va lui écrire une lettre pour défendre finalement la thèse selon laquelle il vaut mieux être barbare, il vaut mieux être simple, il vaut mieux être innocent, plutôt que de suivre finalement le progrès de la raison, le progrès des sciences et le progrès des techniques. Alors je vais vous citer une lettre qui est un petit peu longue de Rédi, qui l'envoie donc à Ouzbek. Alors la lettre de Rédi dit la chose suivante. Tu m'as beaucoup parlé dans une de tes lettres des sciences et des arts cultivés en Occident. Tu me vas regarder comme un barbare. Mais je ne sais si l'utilité que l'on en retire dédommage les hommes du mauvais usage que l'on en fait tous les jours. J'ai ouï dire que la seule invention des bombes avait ôté la liberté à tous les peuples d'Europe. Les princes, ne pouvant plus confier la garde des places aux bourgeois, qui à la première bombe se seraient rendus, ont eu un prétexte pour entretenir de gros corps de troupes réglés, avec lesquels ils ont dans la suite opprimé leurs sujets. Tu sais que depuis l'invention de la poudre à canon, il n'y a plus de place imprenable, c'est-à-dire ouzbek, qu'il n'y a plus d'asile sur la terre contre l'injustice et la violence. Je tremble toujours qu'on ne parvienne à la fin à découvrir quelques secrets qui fournissent une voie plus abrégée pour faire périr les hommes, détruire les peuples et les nations entières. Tu as lu les historiens. Fais-y bien attention. Presque toutes les monarchies n'ont été fondées que sur l'ignorance des arts et n'ont été détruites que parce qu'on les a trop cultivées. Que nous a servi l'invention de la boussole et la découverte de tant de peuples? Qu'à nous communiquer leurs maladies,
plutôt que leur richesse. Les nations entières ont été détruites, et les hommes qui ont échappé à la mort ont été réduits à une servitude si rude que le récit en a fait frémir les musulmans. Heureuse l'ignorance des enfants de Mahomet. Aimable simplicité, si chérie de notre saint prophète, vous me rappelez toujours la naïveté des anciens temps et la tranquillité qui régnait dans le cœur des musulmans. Alors, je trouve ce texte extraordinaire parce que dès le premier manifeste des Lumières, donc ce manifeste de 1721, on voit Montesquieu parfaitement lucide sur les risques, les dangers, les menaces qui sont liés à l'accroissement des sciences et des techniques. Et ces différents les risques du progrès, les risques et les dangers du progrès, mais pas trop grave, j'espère. Donc ce que Montesquieu identifie comme une menace, c'est d'une part la dimension militaire, le risque de l'accroissement des armes de destruction massive, le risque aussi des armées professionnelles qui permettent aux monarques d'opprimer leur peuple, et enfin le risque que la colonisation, qui a accompagné le développement des sciences et des techniques en Europe, permette aussi la réduction en servitude des populations africaines et des populations amérindiennes, ce qui en effet a été la conséquence directe de l'invention notamment de la boussole, mais aussi de la poudre à canon. Donc on a ici la reprise d'un argument très fort, qui est l'argument des anciens, dans la querelle des anciens et des modernes. Et c'est l'idée que toute invention technique, ou toute invention scientifique, même l'imprimerie, ou encore la boussole, ou encore la poudre à canon, bien sûr, les grandes inventions des modernes, sont porteuses de dangers extrêmement graves, potentiellement tragiques, pour l'histoire de l'humanité. Alors, bien sûr, Montesquieu ne s'arrête pas là. Et dans la lettre suivante, la lettre 106, il va répondre à cette critique, à cet éloge de l'innocence et de la naïveté primitive. Alors je vous lis juste un très court extrait de cette lettre qui me paraît très intéressante aussi. Alors c'est Ouzbek qui parle. As-tu bien réfléchi à l'état barbare et malheureux où nous entraînerait la perte des arts? Tu crains, dis-tu, que l'on invente quelque manière de destruction plus cruelle que celle qui est en usage? Non. Si une fatale invention venait à se découvrir, elle serait bientôt prohibée par le droit des gens. Et le consentement unanime des nations ensevelirait cette découverte. Voilà la réponse que fait le défenseur du progrès à la critique. C'est-à-dire que l'espoir d'Ouzbek, c'est qu'il y ait également un progrès du droit, un progrès de la politique, qui vienne en quelque sorte freiner, empêcher les effets destructeurs du progrès des sciences et du progrès des techniques, notamment militaires. On peut dire que c'est ça le véritable progressisme luminaire. C'est-à-dire l'idée que, bien sûr, les inventions scientifiques et techniques sont très dangereuses et peuvent même amener à la destruction totale de l'humanité. Mais on peut espérer un progrès du droit, et notamment du droit international, qui interdirait l'usage des bombes, l'usage des bombes les plus dangereuses, l'usage de ce que nous appellerions aujourd'hui les armes chimiques, certaines armes nucléaires. C'était ça, au fond, l'espoir réel des grands penseurs de l'univers.
Alors bien sûr, aujourd'hui, on va dire, après Auschwitz, après Hiroshima, nous ne croyons plus que le progrès du droit, que le progrès de la politique puisse arrêter, mettre un coup d'arrêt au progrès des armes de destruction massive, et on en a encore des exemples récents. Nous vivons encore dans la crainte, bien sûr, d'une guerre nucléaire. Mais je crois qu'il fallait quand même restituer le fait que les Lumières ont eu cette conscience d'emblée des dangers. Et je voudrais maintenant dire un mot de celui qui me paraît peut-être avoir eu la meilleure conscience, la conscience la plus lucide des dangers que pouvait comporter le progrès ou encore la perfectibilité du genre humain. Cet auteur, c'est Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, qui écrit quelques années après Montesquieu, qui est un disciple critique de Montesquieu. Jean-Jacques Rousseau entre sur la scène philosophique par une œuvre très provocatrice, qui s'appelle Le Discours sur les sciences et les arts, en 1751, qui a remporté le prix d'une académie, l'Académie de Dijon, où la question qui était posée était la suivante: le rétablissement, donc depuis la Renaissance, des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer ou à corrompre les mœurs? Donc ce qui veut dire, dans un langage plus contemporain, le progrès des sciences et des techniques a-t-il permis l'amélioration morale et politique de l'humanité? Et Rousseau répond non. Il s'oppose à la plupart des auteurs de ce siècle, tous ceux que j'ai cités dans la première partie, pour affirmer que non. En réalité, le progrès a un certain nombre d'inconvénients, et notamment le progrès contrevient à la vertu morale, à la discipline militaire et à la liberté politique. Et donc, tout ce que les auteurs des Lumières encensaient devient ici la cible du critique, et Rousseau dit notamment, c'est un des arguments les plus forts, que les beaux-arts, la philosophie, servent aux tyrans, notamment en France, Louis XIV, Louis XV, plus tard Louis XVI, pour opprimer les peuples. Parce que les peuples qui vivent dans le divertissement, qui sont ravis du développement du théâtre, par exemple, de l'opéra, de tous les grands acquis artistiques des Lumières, se détournent de la vraie question qui est la question de la liberté. Et donc ils se laissent plus facilement opprimer. Alors, pourtant, et c'est le second point qui me paraît important, Rousseau, qui est le plus féroce critique du progrès, est en même temps celui qui a inventé le concept majeur qui ensuite va se diffuser dans toute l'Europe, qui est le concept de perfectibilité. Alors, ce concept de perfectibilité, Rousseau l'introduit dans son deuxième discours sur l'origine et les fondements de l'égalité parmi les hommes, en 1755. Et c'est tout à fait intéressant, Rousseau invente l'idée de perfectibilité, et au moment où il invente cette idée, pour dire que l'humanité diffère de l'animalité par sa capacité d'apprentissage, par sa capacité de transmettre des connaissances, en même temps qu'il dit ça, Rousseau dit aussi que cette capacité extraordinaire de l'humanité peut amener au meilleur comme au pire, peut amener aux vertus comme aux vices, aux vérités comme aux erreurs. Alors je voudrais juste vous citer une phrase qui est absolument décisive, à mon avis, très provocatrice de Rousseau, très ironique. Rousseau écrit il serait triste pour nous d'être forcés de convenir que cette faculté distinctive est presque illimitée. Donc on a l'idée d'un perfectionnement presque infini de l'humanité. Et la source de tous les malheurs de l'homme. Que c'est elle qui, faisant éclore avec les siècles ses lumières et ses erreurs, ses vices et ses vertus, le rend à la longue, donc l'homme, le tyran de lui-même
et de la nature. Donc le développement des sciences et des arts, le développement de la raison, conduit l'homme à devenir tyran. Il devient un tyran pour lui-même, pour les autres hommes, par le biais de la domination, produite par notamment les usages de la raison, mais aussi le tyran de la nature, et Rousseau est un des premiers penseurs écologistes, en un sens, il avait compris en effet le danger pour la nature elle-même et pour le rapport de l'homme à la nature qui devient un rapport instrumental, un rapport d'instrumentalisation. Alors, bien sûr, cette analyse est parfois un peu dramatique, un peu caricaturale, mais je crois quand même qu'elle est très importante pour saisir toute la radicalité de la critique de l'idée de progrès que l'on trouve dès le XVIIIe siècle. Alors, ce que je voudrais faire dans un dernier moment de ma conférence, qui sera un peu plus court, c'est revenir sur l'idée que j'avais introduite dans l'introduction d'une dialectique négative des Lumières. C'est-à-dire cette idée d'un retournement toujours possible de la raison dans son contraire, ou encore un retournement toujours possible de la civilisation. Alors je voudrais donc insister pour finir sur cette idée qui apparaît au XVIIIe siècle de civilisation. L'idée apparaît juste après le discours de Rousseau que j'ai cité, le second discours. En 1756, le terme apparaît en français dans son sens contemporain sous la plume de Mirabeau. Et la civilisation, c'est l'idée que l'humanité va se développer depuis un stade primitif, qu'on appelle aussi parfois sauvage ou barbare, jusqu'à un stade civilisé, on dit parfois policé, qui est un stade où l'humanité acquiert justement les sciences, les arts, le raffinement du luxe, le commerce aussi, à la fois matériel et culturel. Alors cette idée, on la trouve développée, là encore, dès Montesquieu, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours très connu, dans l'Esprit des lois, la grande œuvre de Montesquieu, parue en 1748, dans un livre, le livre 18, où Montesquieu développe cette idée selon laquelle l'humanité se déploie en différentes époques de l'histoire en fonction du rapport de l'homme à la nature. Et l'évolution de la civilisation, elle est commandée par le rapport de l'homme à la nature, la manière dont l'homme se rapporte à son environnement naturel. Donc d'abord, nous dit Montesquieu, dans un premier moment de l'histoire, les hommes sont chasseurs-cueilleurs. Donc pour survivre, ils font de la chasse, de la cueillette, et c'est la manière dont ils se rapportent à la nature. Ils vivent en petites tribus, ils n'ont pas d'État, et ils n'ont pas non plus véritablement de science, de technique ou de propriété privée. Puis dans un deuxième moment, les hommes deviennent éleveurs. Donc ils commencent à élever des animaux, ils commencent à avoir des formes politiques un peu plus développées, une première forme de propriété privée qui s'introduit. Mais il faut attendre vraiment l'agriculture pour que la propriété vraiment s'introduise, et avec la propriété, le besoin du droit et l'apparition de l'État. Ce que Rousseau reprendra lui aussi un peu plus tard. Donc on a vraiment cette idée que, in fine, les peuples deviennent commerçants, industriels, nous dirions, et qui développent les formes les plus sophistiquées, finalement, de sciences, de techniques et de politique. Donc toutes ces étapes peuvent être suivies par tous les peuples, quelle que soit leur place sur la Terre. Alors, néanmoins, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, Montesquieu a beaucoup réfléchi à la manière dont cette civilisation pouvait arriver à des peuples, entre guillemets, qui ne sont pas encore civilisés. À des peuples qu'on disait à l'époque sauvages ou parfois aussi barbares. Et donc Montesquieu a lu beaucoup de récits de voyageurs, et notamment concernant le Brésil, vous savez, un des premiers récits qui est parvenu en Europe, avec beaucoup de gravures, beaucoup d'images des peuples indigènes, c'est le récit de Jean de Léry, que Montaigne aussi avait lu, et sur lequel il avait travaillé,
Donc Jean Deléry, dans son histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, qui raconte donc la manière dont les Européens, et en particulier, donc lui, il était venu avec l'expédition française, qui arrivait ici avant l'existence de Rio de Janeiro, ça ne s'appelait pas encore comme ça, avec le fort Coligny et Ville-Guignon, donc ceux qui avaient... voilà, Jean Deléry est venu avec ses premiers envahisseurs, colons français, et donc il a rapporté énormément de gravures en Europe. Montesquieu a lu tout ça, il a lu beaucoup d'autres récits de voyage, et il a beaucoup réfléchi au fait que l'arrivée des Européens, notamment au Mexique et au Pérou, s'est accompagnée d'un massacre terrible et de ce qu'il considère comme un véritable génocide, avec des millions de morts, qui s'est accompagné aussi de l'esclavage, de la réduction en servitude, de très nombreux Amérindiens qui sont souvent morts très vite, parfois par les maladies aussi, mais aussi parfois par le simple effet d'esclavage. Et donc Montesquieu a beaucoup réfléchi à cet acte de barbarie européen, et il s'est demandé pourquoi les Européens avaient réussi à coloniser si facilement le Mexique et le Pérou, comment les Espagnols et les Portugais avaient réussi à coloniser, et alors qu'il y avait une disproportion numérique. C'est-à-dire que finalement les Européens étaient beaucoup moins nombreux. Ils étaient quelques centaines, alors que les autres étaient des milliers, et ils avaient un véritable empire, très structuré politiquement. Et Montesquieu propose une idée qui me semble très intéressante, qui est l'idée suivante. En réalité, pour Montesquieu, dans ce discours sur les motifs qui doivent nous encourager aux sciences, en réalité, dit Montesquieu, ce ne sont pas les sciences directement, ce ne sont pas les techniques directement, ce ne sont pas les armes elles-mêmes qui ont permis à l'Europe de remporter la victoire sur les peuples aztèques et incas. Ce qui a permis de remporter la victoire, nous dit Montesquieu, c'est autre chose. Au fond, c'est la civilisation, c'est la culture, c'est-à-dire un système de croyance, une vision du monde. C'est la vision scientifique du monde, celle qui a été apportée notamment, selon Montesquieu, par Descartes. Et je voudrais juste vous lire cette citation de Montesquieu, parce qu'elle me paraît vraiment extraordinaire. Montesquieu écrit « Si un Descartes était venu au Mexique ou au Pérou 100 ans avant Cortés et Pizarro, et qu'il eût appris à ces peuples que les hommes, composés comme ils sont, ne peuvent pas être immortels, que les ressorts de leurs machines s'usent comme ceux de toutes les machines, que les effets de la nature ne sont qu'une suite des lois et des communications des mouvements. Cortés, avec une poignée de gens, n'aurait jamais détruit l'Empire du Mexique, ni Pizarro, celui du blanc. Alors ce que dit ici Montesquieu est tout à fait curieux, et aujourd'hui d'ailleurs encore il y a des grands historiens qui s'intéressent à cette explication en termes de vision du monde, en termes de civilisation. Pour Montesquieu, la supériorité des Européens était en un sens civilisationnel, parce que Descartes et la vision cartésienne du monde leur a apporté finalement une forme de lucidité sur le fait que les hommes ne sont pas des dieux. Les hommes sont des machines comme les autres. Leur corps n'est qu'une machine. Et ce qui a conduit finalement à la destruction des peuples mexicains et des peuples incas, c'est le fait qu'ils ont cru que les Espagnols et les Portugais étaient en quelque sorte des demi-dieux. Ils ont cru que c'était des puissances immortelles. S'ils avaient eu Descartes, ils auraient su qu'en réalité c'était impossible, que les hommes sont tous mortels, que leur corps est toujours destructible, ils n'auraient pas eu peur et ils auraient pris des armes pour savoir les détruire. Voilà. Alors, pour conclure, donc tout ce parcours que j'ai proposé ce soir, à travers des grands textes de la philosophie française, encore une fois, j'aurais pu en évoquer beaucoup d'autres, Voltaire,
héros, voilà, les Lumières écossaises ou allemandes, le parcours dans ces textes conduisait surtout à essayer d'éviter la caricature qu'on entend parfois sur l'idéal du progrès qui a été apporté par les Lumières. Il me semble qu'il faut revenir sur cette caricature qui, à mes yeux, est en réalité naïve. Ce n'est pas l'idéal des Lumières qui est naïf, c'est la caricature qu'on en donne. Il me semble que ce que les Lumières nous ont apporté dès le début, c'est cette conscience assez lucide des risques et des dangers, parfois des menaces de destruction totale de l'humanité que pouvait apporter le développement de la raison scientifique et technique. Et il me semble qu'en ce sens, nous pouvons aujourd'hui encore puiser des leçons incomparables dans les œuvres de ces grands philosophes. Je vous remercie.